Bien, bonjour. Je voudrais donc remercier Guillaume Henry qui m'a permis de prendre la parole aujourd'hui, de revenir en fait sur un vieux sujet. Je ne vais pas du tout vous parler de la question du portrait équestre à la Renaissance, évidemment, mais je vais vous parler bien sûr de Paris et des écuries à Paris. Un sujet donc que j'ai traité il y a longtemps, en 2005, je crois, uniquement à propos des écuries royales. Et aujourd'hui, je voudrais reprendre cette question des écuries royales, mais aussi ajouter une sorte de deuxième pierre à la question de ce logement du cheval à Paris sous l'Ancien Régime, en regardant aussi ce qui se passe du côté des grands hôtels particuliers, avec cette question qui est vraiment une question, cette fois architecturale, puisque c'est un peu ma spécialité d'origine, de comprendre s'il y a une spécificité et des éléments particulièrement remarquables dans cette architecture équestre de l'Ancien Régime. Alors, un petit prologue très rapide pour parler du Moyen-Âge, pour dire qu'on sait très peu de choses sur les écuries du Moyen-Âge. On parle d'ailleurs encore d'étables plus que d'écuries dans les sources. Donc, on n'a quasiment pas d'informations, d'ailleurs de manière assez symptomatique. Au XIXe siècle, Viollet-le-Duc, lorsqu'il fait son grand dictionnaire de l'architecture médiévale, ne fait aucune entrée sur le mot écurie. Donc c'est bien la preuve qu'on ne sait vraiment pas grand-chose. Alors on a néanmoins progressé à partir de la restitution d'un certain nombre d'hôtels disparus, comme par exemple l'hôtel Legendre que vous voyez ici, et aussi à partir de mentions qui sont dans les archives, comme à droite une petite mention sur une écurie dans un hôtel dit des Lions. Je serais content d'avoir votre avis sur ce sujet parce que vous voyez qu'on nous parle de quelque chose de très modeste. Il y a un premier bâtiment de 5 mètres de long sur 3 mètres de large. Et puis l'écurie elle-même proprement dite de cet hôtel des Lions, plus importante. Alors 12 mètres de long, mais enfin c'est quand même pas très très long. Et surtout, c'est toujours très étroit, 9 pieds et demi de large, à tel point que personnellement je me demande si ça peut être un bâtiment fermé. Enfin ça vous me le direz, ça laisse quand même peu d'espace aux chevaux pour sortir et manœuvrer en dehors de cette écurie. Donc on a le sentiment d'aménagements qui sont finalement extrêmement sommaires, assez modestes, et il faut rappeler aussi que pour le cas du roi, on sait, qui est donc un tout petit peu mieux connu, puisqu'il y a des comptes de l'écurie qui sont conservés à partir du règne de Charles VI, donc le début du XVe siècle. Et dans le cas du roi, on sait donc qu'il a des écuries un peu partout dans Paris, en particulier autour du Louvre, il a des écuries par ici, dans une des dépendances, là où il y a des lices. Donc visiblement, il y a systématiquement une association entre des bâtiments et puis des lieux où on pratique peut-être l'entraînement et le dressage des chevaux. Mais on sait aussi que dans le cas du roi, il y a beaucoup de chevaux qui sont en fait en dehors de Paris. Il y a deux grands lieux, la rue du Jour, qui à l'époque était extramuros, et également du côté de Charenton, ce manoir de beauté, où en fait il y a visiblement très peu d'aménagements spécifiques pour les chevaux, mais les chevaux sont logés dans des sortes de grands parcs en extérieur, une pratique qu'on va voir se poursuivre jusqu'au XVIIe siècle encore. Donc un point de départ où on a le sentiment qu'on sait peu de choses sur ces écuries, que ce sont des bâtiments plutôt modestes, assez peu spécialisés, voire même qu'il n'y a pas vraiment de bâtiments spécifiques. Alors la situation, elle va évoluer à Paris avec la Renaissance et la période des Valois, et en particulier donc avec les écuries royales. Alors cette évolution, elle semble liée en partie à une augmentation du nombre des montures. Alors il y a deux lieux principaux qui vont retenir notre attention. Évidemment les tournelles, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, dont je remontre ici l'image. Donc on voit les tournelles, c'est en fait un immense assemblage de jardins, de bâtiments hétérogènes qui forment un hôtel, mais en réalité plutôt une sorte de grand complexe, depuis au moins le règne du roi Charles V, donc le milieu du XIVe siècle. Et ce site va être utilisé par la monarchie jusqu'à la fin du XVIe siècle. Et parmi ces lieux, il y a visiblement donc dans l'angle sud-ouest, donc probablement par ici, une grande cour des écuries. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 1549, l'architecte du roi Philibert Delorme va recevoir la commande, enfin va organiser la reconstruction de deux grands corps pour lesquels on conserve des marchés. Donc les bâtiments ont disparu, mais on a des indications précises sur la manière dont ces écuries sont construites et conçues. Et puis évidemment, l'autre grand élément, ce sont les écuries des Tuileries, qui, elles, sont entreprises à l'initiative de la reine Catherine de Médicis et qui se trouvent donc ici.
Elles sont donc complétées par une très longue carrière découverte de 400 mètres à peu près de long, avec ici d'ailleurs un drôle de truc circulaire dont, si vous avez une idée ce que c'est, je suis assez preneur. Je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est un pédiluve? Est-ce que c'est quelque chose pour le dressage des chevaux? Si vous avez une idée, ça m'intéresse beaucoup. Et donc Catherine de Médicis entreprend en 1566 ici la construction de ces écuries. Il faut rappeler que ça s'inscrit dans un projet très vaste de palais qui lui est lancé en 1564 et de grands jardins également entrepris au même moment, mais que ces écuries sont terminées avant le palais qui sera toujours inhabitable du temps de Catherine de Médicis. Donc ces écuries sont des écuries pour la reine, mais ce sont aussi des écuries pour le roi. Et on comprend qu'en fait, si elles sont effectuées très vite, c'est parce qu'elles vont servir un peu à tout le monde et qu'elles vont permettre de désengorger le site du Louvre. Il semblerait notamment que Henri III, lorsqu'il quitte Paris en 1588, le fasse en partant de ces écuries des Tuileries. Ces écuries, on les connaît donc par les estampes de Pluvinel. Il faut rappeler donc qu'elles sont composées d'un corps de bâtiment principal où sont logés les chevaux à rez-de-chaussée. On ne sait pas très bien comment sont organisés les niveaux supérieurs. Est-ce qu'il y a un ou deux niveaux? Ce n'est pas très clair. Et il y a ici un pavillon qui sert au logement du personnel des écuries, avec un escalier d'angle, ici, qui repose sur une trompe. Vous allez voir ça un petit peu mieux. Non, vous ne le verrez pas mieux, mais bon, pardon, on le voit sur d'autres images. Donc un escalier d'angle ici qui ne part pas du niveau du sol. Et un pavillon ici donc important. Donc on retrouve notre grand corps de logis avec les écuries à rez-de-chaussée, l'espace d'habitation, l'escalier d'angle. Ces écuries sont très importantes. Alors, il faut faire une petite comparaison entre les deux écuries, celle des Tournelles en 1549 et celle des Tuileries en 1566, les Tuileries étant également bâties par Philibert Delorme. On est sur des bâtiments de dimension assez analogue, c'est-à-dire environ 60 mètres de long, et une largeur plus importante qui va entre 6,80 m et 7,80 m, ce qui va permettre de mettre à l'intérieur des écuries simples, donc un seul rang évidemment pour les chevaux, avec des stalles. Et sur les plans anciens, on compte à peu près une quarantaine de stalles aux Tuileries. Les deux bâtiments sont dans une construction assez modeste, qu'on perçoit d'ailleurs assez bien sur les estampes, c'est-à-dire que c'est de la maçonnerie de remplissage avec des chaînes de pierre, ici, vous voyez, qui viennent renforcer à intervalles réguliers la construction. On le voit également encore mieux sur cette vue-là. Néanmoins, il y a une différence entre les Tournelles et les Tuileries. Donc on a l'impression qu'il y a une mise en place, à ce moment-là, de bâtiments fonctionnels d'un point de vue de dimension, avec des dimensions beaucoup plus importantes. En revanche, il y a une différence entre les Tuileries et les Tournelles, après les points communs que je viens d'énoncer, c'est qu'il y a une dimension représentative, luxueuse aux Tuileries, qui à mon avis est la première occurrence à tester à Paris, avec non seulement donc, la décoration du pavillon de logis donc des responsables de l'écurie, mais aussi avec donc, ce pavillon d'escalier, et plus encore avec cette représentation d'un cheval sculpté au-dessus de la porte, qui est une des premières, enfin en tout cas la première occurrence moi, que j'ai repérée à Paris. Alors ces écuries ont disparu, mais on peut s'en faire une petite idée, puisque dans le Val-de-Loire, au château du Rivaux, nous avons des écuries qui sont assez analogues dans leur concept à celles des Tuileries. Donc là, on a bien l'impression qu'il y a une architecture équestre qui se met en place sous les Valois. Qu'en est-il dans le domaine de l'hôtel particulier? On ne sait, il faut bien le dire, quasiment rien, parce que nous n'avons pas d'informations précises sur la manière dont fonctionnaient les grands hôtels particuliers de la Renaissance. Il en reste très peu. Parmi les rares qui subsistent, il y a l'hôtel de Lignéris ici, qui est un hôtel important, puisque c'est au départ un hôtel bâti pour des parlementaires, mais qui va être acheté par François de Kernevenois, d'où le nom d'hôtel Carnavalet sous lequel il est connu aujourd'hui. Et ce Kernevenois est un important écuyer au service des rois et de la grande écurie. Et on constate qu'effectivement, dans cet hôtel, il y a visiblement quand même une organisation qui, dès le début, est conçue pour accueillir des espaces de service en rapport avec des chevaux, puisque cet hôtel est célèbre pour avoir une façade sur cour plus étroite que la façade sur jardin. Et cette dissymétrie est faite pour en fait dégager ici, sur le côté, une cour. Alors en fait, cette cour aujourd'hui est remplacée par l'accueil du musée. Et probablement, d'après les plans du XVIIe, un premier ensemble d'écuries ici pour les chevaux. Donc il y a une volonté visiblement d'intégrer des écuries dans le programme global de cet hôtel, reconstruit entre 1548 et 1550. Donc là aussi, une réflexion sur l'intégration de l'architecture équestre dans ce programme
de l'hôtel particulier avec cette idée qui va devenir vraiment une constante de l'architecture parisienne, qui est ce désaxement entre cour et jardin de manière à dégager de l'espace côté cour d'honneur pour des espaces de service. Et avec aussi l'idée, visiblement dès l'origine, de faire des circulations le plus possible séparées pour les chevaux. Donc l'idée qu'on va faire un accès à part pour les chevaux et une cour spéciale, comme s'il y avait une nuisance un peu de cette présence du cheval au sein de l'hôtel. Autre type mis en place également probablement à la Renaissance. Alors ici nous sommes sur une période déjà plus tardive, mais avec un architecte qui est issu d'une grande famille de la Renaissance, c'est l'hôtel donc dit aujourd'hui de Sully. Et dans ce cas-là, on voit également que donc l'hôtel comporte visiblement une cour latérale ici qui permet de dégager les écuries. En revanche, faute de place, on a fait le choix de mettre les remises en rapport avec les écuries dans la cour d'honneur, ce qui induit d'ailleurs aujourd'hui encore une dissymétrie entre les deux côtés de la façade avec les arcades pour les remises de ce côté-là. Donc il y a un travail de réflexion sur l'organisation de la réception, du logement des chevaux dans l'hôtel particulier à la Renaissance. Alors, qu'en est-il maintenant avec le XVIIe siècle ? Au XVIIe siècle, les écuries royales vont connaître en permanence de très grands projets. Sous Henri IV, notamment, donc nous avons cette idée de construire à l'ouest du Louvre une immense cour des écuries ici, qui bien sûr ne voit jamais le jour. Et du coup, alors, donc, premier projet ici sous Henri IV. Deuxième projet, encore plus extraordinaire, sous Louis le Vau, faire deux grandes cours latérales de part et d'autre du Palais des Tuileries avec une cour pour la petite écurie, c'est-à-dire celle qui est réservée aux attelages, et une autre cour pour la grande écurie, donc les chevaux de selle. Là encore, rien n'est réalisé, alors même que le nombre de chevaux utilisés par le roi ne cesse de s'accroître, puisque donc, du temps de François Ier, on dénombre 258 chevaux en 1542, et je vais essayer de vous donner quelques chiffres sous Louis XIV. Et donc, sous Louis XIV, on a plus de 100 chevaux pour chacune des deux écuries. Donc, ça fait plus de 200 chevaux au total qui sont répertoriés. Ces grands projets ne voient absolument pas le jour, et donc on va faire un aménagement de fortune, c'est-à-dire qu'on va s'installer au rez-de-chaussée de la grande écurie, de la grande galerie, qui relie le Louvre et les Tuileries, avec un aménagement donc simple en profondeur, une fois de plus, des stalles qui sont évidemment tournées vers le côté nord, dans un espace qui au départ n'était pas destiné pour les chevaux, mais qui devait être un promenoir donnant sur un grand jardin ici, qui a existé, mais qui a assez vite disparu. Vous avez une idée ici de l'organisation de ces écuries, avec également donc, des deux abreuvoirs ici dans l'écurie. On a également des informations précises sur l'organisation des stalles grâce à des relevés qui sont conservés aujourd'hui à Stockholm, et où on voit un système donc assez sophistiqué de panneautage de bois toute hauteur jusqu'au niveau des fenêtres. Et alors je vous montre peut-être la vue suivante. Voilà. Donc une élévation et la coupe. Donc un espace pour le fourrage ici, avec curieusement d'ailleurs une sorte de grille ajourée. Je serais intéressé d'avoir votre avis sur la présence de cette grille en bois. Est-ce que c'est pour la ventilation du fourrage? Est-ce que je ne sais pas. Et ensuite, donc ici, il y a les mangeoires. Et nous sommes toujours sur un système de simple stalles, avec quand même un système assez luxueux, notamment dans ces mangeoires, avec des sortes de pilastres faits de colonnes doriques pour accueillir les chevaux. Mais c'est tout ce qu'on fait chez le roi. Et donc, ce qui est important, c'est ce qui va se passer dans les hôtels particuliers, où va se mettre en place de plus en plus un système cohérent et hiérarchisé pour recevoir les chevaux. Un travail de codification qui touche l'ensemble de la réflexion sur l'hôtel particulier et qui est marqué en particulier en 1624 par un ouvrage de Pierre Lemué qui s'appelle « Manière de bien bâtir pour toutes sortes de personnes ». C'est une sorte de catalogue type de formules de construction à Paris en fonction de la largeur de la parcelle dont vous disposez. Et donc il y a 13 places, donc 13 parcelles différentes qui sont étudiées avec en fait un plus grand nombre de variantes parce que sur certaines places, il y a plusieurs aménagements proposés. Et vous voyez que de la 5e à la 11e place, on fait apparaître systématiquement des écuries, donc d'abord assez modestes en fond de cour avec l'obligation de passer par les passages qui sont aussi les passages qui desservent la demeure. On passe notamment par l'escalier ici, ce qui est assez surprenant dans cette proposition. Et dans des parcelles plus amples, le système d'écurie plutôt dans l'aile d'entrée
pour donc s'éloigner de l'aile d'habitation. Et cette réflexion sur les écuries, on peut la suivre grâce à un certain nombre de très grands recueils qui sont mis en place, en particulier donc, le recueil de Jean Marot, qui est un grand répertoire sur les hôtels parisiens, dont la publication, il y a une première publication dans les années 1660 et ça se termine en 1685 à peu près. Alors, il faut dire tout de suite que l'analyse que je vais faire à partir de ces plans est quand même un peu trompeuse parce que rien ne dit que tous les chevaux d'un hôtel sont logés dans l'hôtel en question. Et on en a la démonstration d'ailleurs chez Marot, puisqu'ici, dans l'hôtel de l'Aigle, vous voyez qu'il montre un système où en fait les chevaux sont dans une écurie à part, qu'il fait figurer ici parce qu'elle est de l'autre côté de la rue. Et donc il y a visiblement un passage souterrain qui permet de passer des écuries à l'hôtel. Donc il faut toujours être prudent lorsqu'on regarde ces plans, parce que ça ne nous donne pas forcément une vision complète de l'usage et de la présence des chevaux au sein d'un hôtel, dans la mesure où il peut y avoir des logements pour le cheval en dehors de l'hôtel. Ce qu'on voit néanmoins, c'est que donc il y a visiblement, dès qu'on a de la place, on est assez tenté de donner aux écuries une identité propre. C'est le cas en particulier ici à l'hôtel de Bretonvilliers, où vous voyez qu'il y a l'ordonnance générale de l'hôtel, et à côté, vraiment un bâtiment indépendant ici, avec une cour avec des remises, qui forment la cour des écuries. Donc l'écurie devient aussi un élément démonstratif sur rue, à côté de l'hôtel, lorsqu'on a beaucoup de place. L'écurie peut être aussi intégrée, comme on l'a vu tout à l'heure chez le muet, dans l'aile d'entrée, avec toujours cet essai pour faire des passages latéraux qui visiblement permettent en partie d'éviter que les chevaux ne passent par le niveau principal. Et puis il y a toujours ce compromis qu'on a déjà vu entre remise dans la cour et écurie éventuellement à part lorsqu'on n'a pas tout à fait assez de place. Oui, je passe un peu plus vite sur cet élément-là, on est un peu sur la même disposition. Et enfin, il y a aussi des moments où on va mettre en place des situations très innovantes pour loger des écuries et des remises considérables. C'est le cas donc, de l'hôtel de Beauvais, qui existe toujours, et où on voit que c'est un hôtel qui est sur une parcelle extrêmement irrégulière. Et cet hôtel va comporter donc des écuries qui sont intégralement souterraines et qui sont en partie sous la galerie de l'appartement principal et sous un jardin suspendu. Et on va placer les remises de manière très emphatique. On constate d'ailleurs que les remises ne sont pas du tout un élément qui est considéré comme, je dirais, de faible qualité. On n'hésite pas à les mettre en valeur ici, puisqu'elles sont dans l'axe de l'entrée de l'hôtel, au fond, sous la chapelle de l'hôtel. Donc il y a une superposition, les remises et la grande chapelle au-dessus, qui forment une perspective dont visiblement on estime qu'elle a un intérêt scénographique. Donc on utilise certains éléments nécessaires au logement des chevaux et à la vie des chevaux dans une perspective de mise en valeur de l'hôtel. Alors maintenant, venons-en au XVIIIe siècle, on avance un petit peu dans le temps, avec tout d'abord donc, les modifications qui peuvent se faire sur l'hôtel. Alors, un deuxième point qui amène à nuancer une observation stricte de ces recueils. Ici, on va s'appuyer essentiellement sur le recueil de Jean Mariette, publié entre 1727 et 1731 et repris en 1752-56. Et donc, il y a un deuxième élément qu'on voit très bien qui amène à nuancer les conclusions évidemment un peu rapides qu'on peut faire lorsqu'on observe juste les plans sans avoir des documents d'archives à côté. C'est que, visiblement, il y a une une possibilité de location d'espace pour les chevaux dans des hôtels voisins. Ça, c'est très typique lorsqu'on regarde l'hôtel d'Aymar. Mademoiselle d'Aymar est une comédienne. Elle dispose, donc rue de Varennes, donc quand même une rue extrêmement importante, d'un hôtel pour elle, que vous voyez ici, avec des écuries qui sont assez considérables. Alors, j'ai fait un petit chiffrage quelque part. Donc, elle dispose pour elle donc, de 50 chevaux ici dans cette maison principale. Et il y a une autre maison à côté, toujours rue de Varennes, où qu'elle loue, visiblement, c'est plutôt une maison de rapport, dont elle tire profit par la location. Et là, il y a à nouveau des écuries, et hop, à nouveau 24 chevaux. Ça veut dire que Mademoiselle d'Aymar, cette comédienne, a 75 chevaux qu'elle peut héberger rue de Varennes. À titre de comparaison, vous allez voir tout à l'heure, le maréchal de Matignon, dans la même rue, il a 30 chevaux dans ses écuries. Donc c'est absolument considérable. Et en fait, il faut penser qu'ici, l'explication, c'est probablement que Mademoiselle d'Aymar fait de la spéculation, c'est-à-dire qu'elle a fait bâtir des écuries très importantes pour louer à d'autres hôtels. Alors, l'évolution majeure durant cette période, on retrouve toujours les mêmes systèmes, hôtel Matignon
le système des écuries donc, sur le côté. Hein. Mais l'innovation majeure de cette période, c'est la mise en place de structures qui vont assimiler l'hôtel à un château. Et donc, on va mettre en place une nouvelle manière de mettre en valeur les écuries en créant une sorte d'avant-cour avant la cour de l'hôtel. Un système qu'on voit ici à l'hôtel de Clermont, qui existe toujours, mais bon, aujourd'hui, la partie écurie est malheureusement tout à fait reconstruite et modifiée. Donc, on voit un système écurie-remise et du coup, une avant-cour monumentale qui permet de magnifier l'hôtel. On voit ce système donc ici apparaître à l'hôtel de Clermont et quasiment au même moment à l'hôtel Crozat, donc même système avec une avant-cour, les écuries et les remises sur le côté. Donc là, il y a une évolution très importante. Toujours, les écuries sont mises au service de la magnificence du propriétaire. Alors, je passe assez vite, parce qu'on a un tout petit peu pas assez de temps, sur la question des écuries des très grands seigneurs. Donc, la duchesse du Maine, épouse d'un bâtard de Louis XIV, on est avec des aménagements considérables, 33 chevaux logeables. La famille de Soubise et la famille de Rohan, un ensemble, alors là encore plus considérable puisqu'il y a 78 chevaux logeables pour l'hôtel de Soubise et, et 60 dans l'hôtel de Rohan, avec à l'hôtel de Rohan des écuries spécialement construites pour, avec un décor très original, notamment les célèbres chevaux du soleil du sculpteur Robert Le Lorrain. Et puis, donc le comble du comble peut-être, donc les princes de Condé, une écurie à part ici avec 100 chevaux, sans compter les chevaux de l'hôtel voisin, l'hôtel de Lassé, qui en fait appartient à l'amant de la princesse de Condé qui loge ici dans le palais Condé. Donc des espaces tout à fait considérables, mais assez exceptionnels, où ici quasiment on a tellement d'espace qu'effectivement on fait des espèces de châteaux ou de palais urbains avec des écuries à part. Comparé à cette situation, les écuries royales, elles font un peu pâle figure, alors même que leur nombre ne cesse de s'accroître, mais il s'accroît avec toujours des aménagements de fortune. On va aménager sans cesse de nouveaux espaces autour de l'écurie de Catherine de Médicis pour accueillir plusieurs chevaux, en particulier les grandes écuries dites de Monseigneur, parce qu'elles ont été faites pour le dauphin, fils de Louis XIV, ici. Et puis d'autres bâtiments, vous voyez, qui viennent s'ajouter ici dans la carrière. Et on va également entreprendre une politique de location du site dit des petites écuries. C'est l'un des rares sites aujourd'hui où on a encore ce souvenir des écuries à Paris. Il faut savoir que ce site a été loué par l'administration des bâtiments du roi jusqu'à ce qu'il l'achète en 1784, que c'est un site très particulier, donc ce passage des écuries qui existe toujours, etc., parce qu'on est sur un site mixte, à la fois artisanal, puisque le lieu est possédé par une famille de menuisiers, les Rivet, et aussi accueil donc, de remises et de quelques écuries pour les chevaux du roi. Donc le roi, en quelque sorte, bidouille à Paris, si je puis dire. Il n'y a plus de grands projets comparés à ces grands hôtels, et en particulier au prince. Est-ce que ça veut dire du coup qu'il n'y a plus de grands projets novateurs d'écuries? Pas vraiment, parce qu'en fait, alors je passe sur les hôtels. Oui, je passe sur les hôtels. Parce qu'il y a deux grands projets qui vont marquer la fin de l'Ancien Régime et qui sont le fait des princes. Il y a tout d'abord les écuries dites de Chartres, qui sont conçues donc par le futur Philippe Égalité. Ce sont des écuries qui se trouvent ici, entre le Louvre et les Tuileries, donc dans un quartier qui va être abattu aujourd'hui. On est là, la pyramide est là hein, pour nous. Donc il y a un premier ensemble d'écuries ici très important qui est construit. Ces écuries sont connues par un plan du début du XIXe siècle, parce que ces écuries ont été saisies à la Révolution et elles ont été intégrées dans les écuries qui servent aux Tuileries. Elles ont été intégrées et on a rajouté encore autour d'autres espaces pour les chevaux. Néanmoins, ce plan permet de comprendre que cette partie-là, qui est la partie bâtie pour le duc d'Orléans par son architecte Bernard Poyer, permettait d'accueillir plus d'une centaine de chevaux dans Paris, avec également des espaces de service très considérables. Donc c'est cette partie-là de la coupe qu'il faut regarder. Ça, c'est l'entrée de l'écurie est là. Vous voyez qu'il y a donc les écuries elles-mêmes, plus deux grands étages ici, et dans les combles, un système de logement très important, plus une cour arrière avec un véritable immeuble parisien de 5 étages. Donc tous les services, visiblement, sont accueillis ici par le duc de Chartres, avec la volonté de faire une écurie extrêmement emphatique d'un point de vue urbain. La façade, d'ailleurs, fait immédiatement l'objet de gravures. Et on voit l'impact que devait avoir cette écurie, puisque lorsque tout le quartier est démoli en 1850, entre 1849 et 1851,
eh bien, ce qu'on démolit en dernier, c'est les morceaux de cette écurie. Et on voit à quel point il y a un aspect monumental, parce qu'on voit que c'est quasiment à l'échelle du palais qui se trouve à l'arrière. Donc, au fond, alors qu'on est à la fin de l'Ancien Régime, alors que le roi semble avoir totalement déserté, il y a des princes qui vont entreprendre une politique très novatrice de grandes écuries monumentales. Et l'autre grande commande, c'est celle du comte d'Artois, qui va aux écuries du Roule mettre en place des écuries avec un projet très ambitieux. Donc un projet qui comprend 2 écuries doubles susceptibles de loger plus d'une centaine de chevaux ici sur le site, un manège circulaire ici pour l'entraînement, une cour d'honneur et des espaces de service avec des ailes qui doivent accueillir l'ensemble des services du comte d'Artois. Ce qui va être finalement réalisé est beaucoup plus modeste, le comte d'Artois est toujours à court d'argent. Il fait notamment faillite en 1783, donc ça bloque un peu le projet, et donc ne va être réalisé que cette aile-ci et cette aile-là, que vous allez voir donc sur l'image précédente. Voilà l'aile et l'arc de triomphe en fond de cour qui ouvre sur le manège. Et puis donc il y a plusieurs projets de portes. Donc ce qui a été réalisé, c'est une porte finalement assez modeste, tout est relatif, avec ses grands trophées. Et il y avait un autre projet très intéressant où la porte portait la mention de fief d'Artois. Et on voit que visiblement, ces écuries sont vraiment conçues comme un marqueur seigneurial par des gens qui sont dans un contexte très particulier. Cette cour de Louis XVI, c'est une cour extrêmement concurrentielle où il faut affirmer en permanence son rang, quitte à faire faillite et à perdre de l'argent. Et donc c'est ce que vont faire des personnalités comme le comte d'Artois et comme Philippe Égalité. Et ça va donner du coup un ensemble d'écuries monumentales. Alors, est-ce que c'est la fin d'une période? Est-ce que ça ouvre le 19e siècle? Ça, je ne peux pas vous le dire. Il faudrait étudier plus précisément ce qui se passe au 19e siècle pour le comprendre. Ce qu'il faut savoir néanmoins, c'est que toutes ces écuries, donc saisies comme bien d'émigrés à la Révolution, ou comme bien de condamnés, dans le cas de Philippe Égalité, vont servir pour l'État, pour la République, la monarchie, etc., jusqu'à leur destruction, généralement sous le Second Empire. Donc il y a une seconde phase ici qui s'ouvre dans cette histoire des écuries parisiennes. Donc pour terminer, il me semble qu'il y a beaucoup d'expérimentations très importantes qui sont faites à Paris sur la question de l'architecture équestre. Ça commence avec le cas des Tuileries à la Renaissance. Ça se poursuit ensuite dans le cas de l'architecture des hôtels particuliers essentiellement. Et il y a un ultime regain juste avant la Révolution avec des projets monumentaux qui sont utilisés en grande partie au XIXe siècle. Merci de votre attention.